Justement, vous l'évoquiez, et Bérangère Abba l'avait fait aussi. Ce qui a été assez marquant, en fait, c'est qu'à l'Assemblée, il a beaucoup été question de la taxation de l'aérien, ce qui n'avait pas du tout été évoqué au Sénat, puisque vous, on vous avait renvoyé au fait que c'était cavalier législatif, et donc pas l'aérien ne rentrait pas dans ce projet de loi, donc c'était en quelque sorte, pour vous simplifier, hors sujet. Est-ce que ça vous a surpris que cette question revienne comme ça, finalement, sur le devant de la scène à l'Assemblée? Est-ce que vous, peut-être vous, Michel Vullien, du coup, comme vous n'avez pas encore pris la parole, vous nourrissez un peu une frustration qu'au Sénat, on n'ait pas pu aborder plus ce sujet-là? Pour tout vous dire, pas vraiment, parce que je pense que ce sujet, c'était un cavalier. Alors, on parle maintenant de chercher, comme on cherche des finances partout, on pourrait aussi se dire qu'on cherche des économies avant de chercher des nouveaux financements. Parce que tout ce qui est évoqué, et je le comprends, on en a beaucoup parlé, on peut toujours trouver des nouveaux financements, plus ou moins, j'allais dire, tirés par les cheveux. C'est beaucoup plus facile de chercher des financements de cette façon que de se dire on va quelque part réduire la voilure sur les dépenses. Et à mon sens, c'est ce qu'il faudrait commencer à faire. Parce que lorsqu'on est un pays où l'endettement est pratiquement à 100% du PIB, on est à 98, quelque chose, à un moment donné, il faut se poser des questions. Même si certains ratios, de la façon dont ils sont calculés, dont ils sont présentés, sont plutôt positifs, il y a d'autres ratios qui nous montrent qu'on n'est pas capable de freiner les dépenses. Donc à un moment donné, on sait très bien, et je pense que là, l'homme a mis en lumière la façon transpartisane d'aborder le problème de la mobilité, qui est un problème, alors pour certains d'entre nous, on est impliqué depuis très longtemps. Moi, je suis impliqué depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans sur l'agglomération lyonnaise. On sait très bien que c'est transpartisan, que ça concerne absolument tous les citoyens, quel que soit leur statut social, quel que soit le lieu d'habitation. Et justement, ça a mis aussi en lumière tout ce qui concernait les territoires. Eh bien, le collègue a parlé les riches et les pauvres, mais aussi ceux qui sont en situation de densité où on peut avoir des transports en commun, et ceux qui sont en territoires ruraux et plus avec de l'habitat beaucoup plus dispersé, où c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit bien là comment trouver une équité. Et là, l'homme, on a tous travaillé dessus. Moi, je pense qu'effectivement, la CMP ne posera pas de gros problèmes sur les principes eux-mêmes. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec des députés en binôme pour... voilà, on avait fait ça, nous, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? On a tous travaillé ensemble. Mais à un moment donné, et on voit bien, et tous les collègues là viennent de l'évoquer, c'est quid des financements. Et c'est vrai que la vérité vraie, elle sera au moment du PLF, même si la ministre s'engage. Et je pense que la ministre, il faut saluer le travail que cette ministre a fait. La ministre, elle a été très à l'écoute des uns et des autres. Elle a été vraiment... D'abord, c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Des fois, vous savez, ces blagues, dit les ministres, ils passent d'un ministère à l'autre, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Heureusement qu'ils ont les techniciens. Elle-même, elle sait de quoi elle parle. Et je pense que là, on peut saluer sa façon aussi d'écouter, d'aborder les sujets. On a bien senti, moi je l'ai senti particulièrement, que certains sujets, elle aurait bien voulu aller un peu plus loin, mais Claire Dutemps ne s'y prêtait pas forcément. Ne s'y prêtait pas forcément. Quand on pense au péage urbain, au péage inversé, ou au péage de dissuasion, etc., on sait très bien, bon, on a les ZFE, mais techniquement, on sait très bien que les péages, ça serait plutôt intéressant de travailler là-dessus. Moi, j'ai essayé de porter des amendements sur le sujet. Je savais que j'étais à contre-courant. Et je sais aussi que quand on a raison trop tôt, c'est comme si on avait tort. Mais on y viendra. On y viendra. Et là, c'est aussi une source de financement, mais qui est dont il est tabou de parler actuellement. Olivier Jacquin, du coup, sur l'aérien, et après Bérangère Abba. Je réponds à votre question qui était de dire est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir pu parler de l'aérien? Mais si, tout à fait. On nous a dit que c'était... Alors, il y a une autre frustration. On nous dit l'ambition initiale. Rappelez-vous aux assises des mobilités, la LOTI de 82 était ringarde et il fallait faire la loi du 21e siècle. De ça, on a enlevé des grands paquets de thématiques. Je pense aux marchandises. Je vois Michel Savy. Bon sang, demain, les congestions du futur, c'est les marchandises.
Et les marchandises, elles empruntent les mêmes voies que les voyageurs. Alors il y en a un qui vote et le colis, il vote pas. Donc on se préoccupe un peu plus du voyageur que du colis. C'est vrai, quand on est dans le RER-C, on peut comprendre que la pression est forte. Donc premier manque très important sur le transport de marchandises. Mais effectivement, l'ambition affichée, c'était les mobilités du quotidien. Et l'aérien, la justice fiscale et nos concitoyens attendaient un message clair par rapport à ça, qui sont condamnés à utiliser leur vieux diesel. Et moi, ce qu'on m'a dit, toi maintenant, sénateur, tu t'en fous du prix du diesel, t'es riche. Et puis il y a un autre qui rajoute, mais de manière, il s'en fout vraiment complètement parce que maintenant il prend l'avion, et ceux qui prennent l'avion, ils ne sont pas taxés du tout. Et je suis désolé, les Français, ils voulaient aussi entendre un message comme ça. Et c'était très gênant dans le débat au Sénat, qui était passionnant au demeurant. Il y a eu un dogme de la majorité sénatoriale d'enlever ce sujet de l'aérien et d'empêcher tout débat sur des nouvelles recettes au nom d'une idéologie et d'un dogme libéral qui est celui de « il y a trop de dépenses publiques ». Je m'excuse, ça n'est pas un bon discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et il est là le vrai sujet. On a besoin de dépenses publiques. On ne supporte pas le gâchis. Personne ne supporte le gâchis. Et partir en disant « il y a trop de dépenses publiques » dans un débat comme ça, on ne peut arriver que de travers et tout à fait insuffisant. Et donc, toutes les propositions qu'on a faites, mon groupe, sur revenir sur une redevance kilométrique poids lourd, une contribution carbone des donneurs d'ordre, et j'ai porté avec l'OTRE cette idée qui est vraiment très très intéressante, qui mérite d'être fouillée, de renvoyer une fiscalité carbone aux donneurs d'ordre, ou l'idée par exemple, avouez qu'elle est sympa, sur le commerce en ligne, non pas de mettre une taxe sur le commerce en ligne qui est, vous le savez, chez Amazon à 0,01 centime, puisqu'une loi précédente avait dit qu'il ne pouvait pas être gratuit. J'ai proposé au Sénat, ça a été considéré comme irrecevable, et je l'ai fait porter à l'Assemblée par Dominique Potier, l'idée que lorsque il y avait interdiction de revente à perte sur cette partie transport de l'acte de vente. C'est-à-dire que le prix non seulement ne pouvait pas être gratuit, mais il devait correspondre à la réalité. Ça me semble être une idée qui mérite d'être prise, et on la donne, on la vend à la majorité, prenez-la. Des idées comme ça, elles sont pleines de bon sens, elles permettraient, je le dis à ma collègue, d'envisager un report modal, parce que c'est ça aussi la question des financements d'une loi transport dans laquelle on avance dans le brouillard. On a besoin d'envisager ce fameux report modal qui est presque un mot tabou, on ne le prononce plus, mais tout le monde voit bien qu'il y a des déséquilibres importants sur, par exemple, le fret ferroviaire. Cynisme total, l'épisode de Rungis qui arrive en plein débat à l'Assemblée. Non mais ça a été excellent, parce que sachez, mesdames, messieurs, que même dans le pacte ferroviaire, on n'a pas pu parler du fret ferroviaire. Il était extrait du dossier. On a appris en pleine navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale qu'il y allait avoir une filiale fret SNCF. Les petites lignes ferroviaires n'ont jamais été vraiment débattues. On attend toujours le fameux rapport Philizot qui est retardé régulièrement. Enfin, voilà pour le report modal et la nécessité d'aborder les choses de manière non dogmatique, mais avec bon sens pour aller plus loin et offrir plus de possibles à nos mobilités. Voisine de droite. Et ensuite Barbara Pompili. Merci. Effectivement, l'aérien qui aurait pu être considéré comme un cavalier, ça n'a échappé à personne. Simplement, le débat, il était posé par l'opinion d'abord. Et j'en reviens sur les questions de financement et de sobriété. Je crois que c'était au cœur des réflexions du Conseil d'orientation des infrastructures. Si on revient au quotidien, si on revient à de la régénération, à de l'entretien simplement, à de la remise à niveau de l'existant, et qu'on rompt avec tout ce qu'on a connu de grandes inaugurations, de grandes infrastructures, pour rediriger nos financements vers ce type de régénération, je crois qu'on est au cœur du sujet. C'est cette sobriété-là qui a été défendue par le Conseil d'orientation des infrastructures et qu'on essaye aujourd'hui de financer. Maintenant, je vous ramène aussi au contexte du petit mouvement social qu'on a connu il y a quelques mois. Des questions qu'il a soulevées en termes de taxe carbone, du manque de recettes
qui est une des recettes de l'AFIT sur les amendes radars, et qui nous a obligés aussi à réenvisager toutes ces recettes, ces nouvelles recettes. Ça n'est pas par goût pour une fiscalité débordante, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'argent magique, il me semble. Alors, cette histoire de cavalier législatif, on va terminer sur ce sujet une bonne fois pour toutes. En fait, cavalier législatif, c'est quand un point n'est pas dans le projet de loi initial et donc il est rajouté. Et maintenant, on se fait censurer quasiment systématiquement par le Conseil constitutionnel. Donc, grande prudence, sauf que nous, on n'a pas pu parler de l'aérien. Par contre, du financement de l'AFIT par l'aérien, on n'était pas dans le cavalier législatif. Et c'était ça, la subtilité. Il faut toujours travailler en subtilité quand on essaye de faire avancer des choses. Nous, c'est la majorité sénatoriale qui avait dit pas d'aérien du tout. Hein. Oui, mais même ça. Sauf que moi, j'étais présidente de la commission saisie au fond, donc c'était moi qui devait décider ce qui était cavalier ou pas. On verra ce que dit le Conseil constitutionnel, mais nous, on avait une porte d'entrée qui était le financement de la FITF. Et donc, on a pris la porte d'entrée du financement de la FITF pour faire des propositions pour financer la FITF. Qu'est-ce qu'on peut faire, blablabli, blablabla, et financement et par l'aérien. Donc, c'est comme ça qu'on a contourné le problème. Juste sur les questions de financement, je pense que ce qu'a dit Bérangère Abba est très juste. D'abord, nous, au COI, on avait, parce que je suis très fière et très contente de retrouver des collègues du Conseil d'orientation des infrastructures, avec qui on a vraiment fait un beau travail, et un travail qui était très transpartisan. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été repris en bonne partie par le texte de loi. Au COI, on avait déjà envisagé un certain nombre de financements, comme justement les financements type Amazon, c'est-à-dire adapter un petit peu les taxations à l'évolution de la société et tout simplement en réfléchissant est-ce que on est obligé d'avoir quelque chose dans les 24 heures tout de suite, donc ça fait partie des réflexions qu'on a engagées. La taxation des chargeurs aussi, même si la taxation des chargeurs pose d'autres questions sur les véhicules en transit par exemple, ou sur les chargeurs étrangers. Donc mais on est en train de creuser le sujet. Après, on a des collègues, effectivement, notamment des Républicains, qui nous rappellent, et qui ont raison, qu'il faut faire attention de ne pas avoir comme ça une inflation fiscale et une inflation donc de nouvelles taxes. Et donc d'essayer de faire en sorte que tout ça soit à peu près un jeu à somme nulle. Alors, seul jeu à somme nulle aujourd'hui qu'on pourrait faire, c'est la TICPE. C'est-à-dire que la TICPE, au niveau où elle est, qu'on en prenne une plus grande part vers les infras. C'est une option, sauf que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne finance pas. Et donc, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on sacrifie. Et ensuite, moi, je voudrais aussi qu'on ait toujours en tête que ce qu'on est en train de faire là, c'est un investissement. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les investissements dans la transition écologique en général, et là, on est en plein dedans, que ces investissements-là, on ne devrait pas les compter dans l'endettement. Pourquoi ? Parce qu'à force de ne pas vouloir faire un certain nombre de dépenses, aujourd'hui, ça nous coûte plus cher. Et typiquement, sur les infrastructures, on en est là. Le fait de ne pas avoir suffisamment entretenu, parce que on avait décidé de faire des TGV partout, le fait de ne pas avoir suffisamment entretenu fait qu'aujourd'hui, on a un mur de dépenses à faire qui est beaucoup plus important et qui a des conséquences partout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on ne s'occupe pas des transports en commun, quand on laisse la voiture individuelle se développer, quand on laisse du coup tous, et puis les transports routiers en général, on a tous les effets induits en termes de pollution et en termes de santé publique. Ces coûts-là, à un moment, ils doivent faire partie du jeu. Quand on a nos collègues sénateurs, d'ailleurs en 2016, qui ont fait un rapport sur le coût des pollutions, 100 milliards 100 milliards par an en France. 100 milliards par an en France, le coût estimé des pollutions. Alors, pas seulement des pollutions dues au transport, de toutes les pollutions. Mais vous voyez bien que ça, c'est pas du tout pris en compte quand on réfléchit à nos infrastructures. Donc, quand on dit dépenses égale recettes et on ne bouge pas, moi, je voudrais qu'on ait quand même cette nuance-là, parce que des dépenses d'investissement, ça veut dire des dépenses en moins plus tard et des recettes en plus plus tard. Donc, ayons toujours cela en tête quand on réfléchit à ça. J'aurais tendance à dire à Barbara que si elle était allemande, je serais d'accord avec elle. Mais compte tenu de la gestion des deniers publics en France,
où on se retrouve à la fin du peloton actuellement. Derrière nous, il ne nous reste plus que l'Italie, la Grèce, enfin des pays comme ça. Je pense que ce que disait Michel tout à l'heure me convient bien. Parce que sinon, ça signifie, c'est toujours plus d'impôts. Ah, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton et on aura une recette. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays d'Europe, voire du monde, au niveau justement des recettes. C'est nous qui percevons le maximum. À partir de là, je serai beaucoup plus favorable, je l'ai dit, je vais le répéter une deuxième fois, parce que j'ai du mal, semble-t-il, à faire passer ce message qui consiste à dire que le 31 décembre 2017, l'État fonctionnait. Il avait déjà un déficit immense. Le 1er janvier 2018, il augmente la TICPE, et le 31 décembre de l'année, il récupère 4 milliards de plus, qui n'étaient pas là l'année précédente. C'est 4 milliards qu'il a pris sur la mobilité. Pourquoi ne peut-il pas les rendre à la mobilité et garder 500 millions s'il veut? Pourquoi aller encore chercher une taxe? Donc on est en train, en France, chaque fois, d'essayer de trouver une nouvelle taxe alors qu'on est déjà le pays qui prélève le maximum d'impôts. Vous voulez être super champion? Alors moi, avec mon collègue du Sénat, Jacquin, j'entends bien quand il dit « Pourquoi on ne fait pas payer au juste prix le colis qui pèse 100 grammes d'Amazon dans la journée, alors même que l'on fait payer aux petits commerçants le déplacement pour eux ?» Donc ça serait compris par tout le monde, majorité, opposition confondue. Ça serait logique, et à ce moment-là, on ferait de la transition énergétique aussi. On atteindrait. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de prendre ce type de décision qui me paraît être une bonne décision? Par contre, dire j'enlève l'investissement parce que ça va être productif des dépenses, et donc ça signifie en bon français que notre endettement va encore augmenter. Voilà, en bon français, ce que ça veut dire. Donc, comme nous ne sommes pas très rigoureux au niveau des deniers publics, moi, je pense simplement à nos concitoyens qui en ont ras-le-bol de payer autant d'impôts pour avoir ensuite, faites très attention, des services publics. On a déjà eu les gilets jaunes, on pourrait en avoir d'autres. On a des services publics qui se dégradent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi je voudrais, parce que c'est le jeu un peu dans TDIE, contredire un peu mon coprésident. Mais pas complètement. Des taxes, peut-être, il a peut-être raison. En revanche, il y a une chose qu'on a du mal à mettre en place, c'est des vraies redevances. Des vraies redevances sur les transports. Et quand j'entends Olivier évoquer l'OTRE et la possibilité de faire une répercussion sur les chargeurs, je souris, et mon sourire est, je dirais, mêlé de scepticisme. Parce que, si mes souvenirs sont bons, lorsque l'on parlait de l'écotaxe, l'organisation patronale qui a le plus ferraillé contre l'écotaxe, c'était l'OTRE. Et l'OTRE, elle nous disait, on ne croit pas du tout à la répercussion de l'écotaxe sur les chargeurs. Elle nous disait, c'est bien évidemment, dans une négociation du fort au faible, les transporteurs qui vont se mettre la répercussion dans la poche parce que les chargeurs vont leur dire, vous en faites votre affaire de cette taxe. Donc, il faut être prudent sur ce sujet. Mais la redevance, c'est un principe vertueux. Et je crois que ici, pouvoir faire une redevance sur le transport routier, à condition que ce qui est prélevé serve à la modernisation, à l'entretien des infrastructures, c'est à la fois rendre une partie de ce prélèvement à ceux qui utilisent la route, et c'est peut-être aussi une façon de financer la décarbonation d'un certain nombre de modes ou de déplacements routiers, et notamment des déplacements professionnels. Donc, je dirais peut-être pas de taxes, mais en tout cas, revenons vers la redevance. Et on est mal parti sur ce sujet. On est mal parti. Le gouvernement français n'est pas forcément très favorable au projet de transposition européenne
au projet plus directement d'adoption de la directive Eurovignette. Hein, et ça, c'est dommage, je le crois. Hein. Et d'autre part, on a fait un pas en arrière, Gilets jaunes oblige, sur la question du péage urbain. Hein. Alors, le péage urbain, c'est une chose qui ne concerne pas toute la France, c'est qu'il concerne quelques grandes métropoles, mais c'est une façon aussi de réguler le transport, de faire baisser la congestion, d'agir en faveur d'un transport plus durable. Donc on a ici beaucoup à faire, et notamment un effort de conviction, hein, non seulement entre les experts du transport, mais vis-à-vis de nos concitoyens, qui ne comprennent pas aujourd'hui l'intérêt de ces choses, et qui n'ont pas confiance dans l'idée de redevance. Ils pensent que c'est une taxe qui va aller nourrir les déficits, et ainsi de suite. Donc là, ici, revenons aussi peut-être progressivement vers cette idée de redevance. Moi, ça me semble être une chose qui, aujourd'hui, fait la démonstration de son efficacité dans de nombreux pays européens. Une redevance routière, il y en a 8 ou 9 en Europe aujourd'hui. Hein, et je crois que ça mériterait d'être, je dirais, remis sur l'agenda français dans les années à venir.